Il y a quelques années, l'entreprise était présentée comme l'aventure collective avec un A majuscule. Le lieu pour relever les défis personnels, incontournable catalyseur d'épanouissement et d'accomplissement. Et puis, des crises financières à répétition, une pandémie qui remet tout en question, une crise climatique dont on ne peut plus détourner le regard. Patatras, tout a changé. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier du sens dans l'entreprise. Choc des images, des paroles, du symbole. On a vu il y a quelques années des jeunes des plus grandes écoles annoncer qu'ils quittaient la voie qu'on leur imaginait toute tracée. Refus d'un système qui pour eux accentue la crise écologique et sociale, ils sont partis chercher du sens ailleurs. Mais les entreprises ne savent-elles donc faire que du greenwashing pour masquer leur incapacité à se transformer? Au-delà de la com', peuvent-elles répondre à ce besoin d'une quête d'idéal radical? L'intérêt de l'entreprise peut-il s'accorder d'un désintérêt pour la guerre concurrentielle et s'orienter vers la recherche du bien commun? C'est notre dossier du jour. Et pour ouvrir et traiter ce dossier, nous avons fait appel à un patron fidèle à ses convictions. C'est ce que nous allons voir ce matin avec lui. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Hubert de Boisredon. Bonjour David. C'est un plaisir, une grande joie de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes PDG de l'entreprise nantaise Armor Group, près de 2500 salariés, si je ne me trompe pas. C'est ça. Que fait Armor Group? Alors Armor Group, c'est une entreprise qui a 101 ans, qui est spécialiste des encres et des consommables d'impression. Ça a été l'un des fondateurs du papier carbone, par exemple, puis des rouleaux de machines à écrire, les cartouches jet d'encre, cartouches laser. Et aujourd'hui, Armor Group est leader mondial des consommables d'impression qui impriment les étiquettes code-barres. À peu près une étiquette code-barre sur 2 dans le monde est imprimée par cette ETI, cette entreprise de taille intermédiaire industrielle, située à Nantes. Sacrée activité, en tout cas. J'aimerais vous faire réagir à l'éditorial d'Éric Paillet, en tant que patron et en tant que chrétien également. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. La recherche du bien commun, pour vous, c'est possible aujourd'hui dans un système économique où le profit reste quand même la priorité? Oui, c'est possible, mais ça demande... C'est pas une utopie? Non, je pense que ça doit être un but. D'accord. Je pense que derrière cette question-là, il y a quel objectif, quelle finalité donne-t-on à l'entreprise? J'ai étudié notamment à New York University quand j'avais 21 ans. La première page de mon livre de finances internationales, à ce moment-là, en 1985, c'était le but de l'entreprise et la maximisation du profit pour ses actionnaires. Voilà, c'était Milton Friedman, c'était ce qu'on a appris. C'est très clair. Voilà. Ce qui, moi, ne m'a pas comblé, ne me suffisait pas. Et c'est là, tout mon chemin après, ça a été une recherche de sens par rapport à quelque chose de plus, parce que j'aime l'entreprise en même temps. Et je voulais trouver un sens qui soit cohérent avec aussi mes valeurs et ma foi. Et aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que le but de l'entreprise, c'est d'une part de fédérer des équipes autour d'un projet qui construit, notamment pour être utile à la société. Et puis l'autre objectif, c'est l'épanouissement de ses salariés. Donc on voit évidemment que c'est autre chose. Et donc pas que le profit. Et non, pas le pour profit. Faire plaisir aux actionnaires, même si c'est nécessaire. La rentabilité est nécessaire. Pourquoi? Parce que il faut que ce projet-là, surtout s'il est positif, soit pérenne. Et donc être capable d'investir pour se développer. Mais le tout, c'est de voir qu'est-ce qu'on va mettre comme finalité et comme moyen. La finalité, c'est le projet, le moyen, c'est la rentabilité, pas l'inverse. J'aimerais vous faire réagir à une phrase, une citation du pape François. L'entreprise doit se caractériser par sa capacité à servir le bien commun de la société. C'est exactement une des missions, ce que vous avez dit. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est notre bien commun. On a cette chance incroyable, comme personne, comme homme, femme, mais aussi comme entrepreneur, de participer à accomplir, à parachever la création. Donc en fait, notre but, c'est quand même d'améliorer les choses. C'est d'être utile, c'est de répondre à des besoins. Si vous voulez, et mes équipes le savent, par exemple, si quelqu'un vient avec un super projet pour aller fabriquer une usine hyper rentable de fabrication de chewing-gum, je vais leur dire, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, parce que je ne vois pas en quoi c'est utile à la société.
Donc la rentabilité ne peut pas être un but unique. Il faut avoir ce moteur-là, avoir un peu plus loin tout le temps. Voilà. Hubert de Boisredon, Déserter ou s'engager, c'est votre dernier livre, un livre très intéressant qui a eu une histoire en tant que telle, puisque en 2022, vous entendez des discours de remise de diplôme de jeunes ingénieurs qui contestent très clairement le système qui les a formés. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là quand vous entendez ces discours très critiques de l'école même qui les a formés? Bah, écoutez, au départ, pour être tout à fait honnête, j'étais heurté, choqué même, en disant mais ces jeunes ont la chance d'avoir un diplôme, peut-être que leurs parents ils ont eu, voilà, on leur a payé leurs études, et ils disent voilà, finalement on veut rejeter l'ordre social dominant et simplement déserter et inviter tous les autres à déserter. Donc voilà, j'étais assez choqué, heurté, et paradoxalement j'étais interpellé, c'est-à-dire que quand l'éditeur m'a dit « Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces jeunes comme dirigeants et comme chrétiens aussi ?» J'ai senti une invitation à me laisser bouger et donc aller à la rencontre de certains d'entre eux pour mieux comprendre. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même, en tout cas, ou qu'est-ce que vous avez mieux compris? Il y a eu une rencontre notamment que je décris avec Louis Faure, qui a 30 ans de moins que moi, et qui est associé dans l'entreprise qu'on a créée de formation au leadership, qui est très sensible à l'écologie. Et je nous revois encore marchant dans la forêt nantaise. Et moi, un peu disant un peu mon ras-le-bol et un peu ma colère, parce qu'il y avait eu des militants écologistes qui avaient jeté de la soupe ou de la peinture sur une œuvre de Van Gogh. Comme ça se fait de temps en temps. Voilà, au National Gallery Museum à Londres, je crois. Et j'avais dit, mais regarde, c'est pas comme ça qu'on fait de l'écologie, c'est pas en détruisant les peintures dans des musées. Enfin, ça me choquait, j'étais très énervé. Et il m'a écouté. Puis à un moment, il m'a regardé avec une certaine compassion, j'allais dire. Je me suis assis sur un tronc d'arbre, et il m'a dit, mais écoute Hubert, je te reflétais quelque chose, en fait. Tu es très en colère contre les militants qui abîment la peinture, mais en fait, sache déjà qu'elle n'est pas abîmée, parce qu'il y avait une vitre, voilà, c'était juste sur la vitre, d'abord. Et ensuite, tu es beaucoup plus énervé vis-à-vis de la peinture que vis-à-vis de la destruction de la nature par certains projets qui, objectivement, endommagent l'environnement, la nature, etc. Et j'ai pris ça comme une claque, parce que j'ai réalisé, en fait, que dans mes schémas, effectivement, la peinture avait plus de valeur que la nature. Voilà. Et donc, ça m'a fait bouger. À ce moment-là, j'ai rencontré d'autres jeunes sensibles à l'écologie, etc. Je crois que j'étais heurté aussi par leur attitude, parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je m'efforce de travailler pour l'écologie. On a, avec mes équipes d'Armor Group, on investit dans l'économie circulaire. On fabrique que des cartouches d'impression recyclées, par exemple. On construit une usine pour fabriquer des composants qui améliorent la performance. Vous essayez d'être constructif, en tout cas. Voilà, dans ce projet écologique. Ouais. Voilà, là, ces composants améliorent la durée de vie des batteries lithium de 20%, donc économisent. Bon. Et du coup, je me sentais critiqué comme dirigeant, remis en cause, alors qu'on fait beaucoup d'efforts. Alors, je vous propose, Hubert, avant d'aller plus loin dans l'échange, d'aller rencontrer justement un jeune Benoît Algan, qui représente bien cette génération critique du système, ce diplômé de Polytechnique et catholique, et il a choisi de vivre en accord avec ses convictions. Regardez, c'est assez impressionnant, beau témoignage. S'il vous plaît, on se met en place, on se mobilise. Premier rang, deuxième rang. Non à l'exploitation de l'homme par l'homme. Moi, Caroline Ingrand au fait, pasteur. Moi, 4 jours à Baradji, de tradition musulmane, je jeûne pour témoigner de mon soutien. Toutes confessions confondues, le cri à l'unisson de ces militants écologistes contre le projet pétrolier de Total le jour de son assemblée générale. Parmi eux, un jeune polytechnicien bifurqueur. Moi, Benoît, je jeûne par solidarité envers les victimes de l'industrie fossile. Bon, c'est important d'être là pour dénoncer la stratégie climat de Total qui n'est pas du tout à la hauteur, qui aujourd'hui continue d'augmenter sa production d'hydrocarbures de minerais fossiles. Et donc, comme c'est l'Assemblée générale et que c'est un lieu de décision important, on est là pour manifester notre désaccord avec la stratégie de l'entreprise. Je m'appelle Benoît Algan, j'ai 26 ans. Je suis un des cofondateurs du collectif Lutter contre l'inflation, qui est un groupe de chrétiens qui se mobilisent pour la justice écologique et sociale. J'ai étudié à Polytechnique,
À la fin de mes études, j'ai fait 1 an de césure dans une abbaye. Et puis, j'ai décidé ensuite d'avoir cet engagement chrétien. À côté de ça, je travaille, je suis formateur sur la question de transition écologique. On est 15 jeunes pros à habiter ensemble. C'est une maison qui appartient à la communauté du Chemin Neuf. Ce que dit le pape dans la Laudato Si', c'est que la crise écologique, c'est d'abord une crise relationnelle, de la relation aux autres, de la relation aux vivants, de la relation à Dieu. Et là, on essaye de prendre soin de ces relations. Voilà. Et je crois que ça nous sort en fait de récits dominants qui peuvent être très carriéristes ou très consuméristes. Là, on essaye d'inventer un autre récit et une autre manière de vivre ensemble. Benoît agit à l'extérieur du système, là où un chef d'entreprise défend une conversion écologique possible depuis l'intérieur de la matrice économique. Ce qui me touche dans le témoignage d'Hubert de Boisredon, c'est la fidélité à ce qu'il ressent intérieurement et la capacité à se laisser déplacer. On sent qu'il est quand même très dérangé par les propos de ces ingénieurs bifurqueurs qui remettent en cause le système. Et qu'en même temps, il sent peut-être qu'il y a quelque chose de juste aussi là-dedans. Et donc, lui-même, en fait, de se déplacer pour davantage s'engager sur ces questions écologiques en ressentant qu'il y a eu un vrai enjeu là-dessus. Si la question, c'est de transférer le monde pour qu'il soit plus juste, plus durable, plus écologique, à ce que l'entreprise le permet, je pense que ça dépend beaucoup de sa gouvernance, de qui est à la tête de l'entreprise, comment elle est gérée, qui sont les actionnaires. L'engagement d'Hubert que je trouve intéressant, c'est aussi que là où il est, en fait, il parle à des personnes à qui je ne parle pas. Il va parler aussi à d'autres patrons, à d'autres cadres, à d'autres personnes qui ont son âge. Et que, en fait, ces personnes-là ont aussi besoin de se convertir. Enfin, cette conversion écologique, elle est universelle. Donc, je pense qu'on a besoin d'une pluralité de profils et de Hubert comme de Benoît. On a besoin de vous, Hubert. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Benoît Algan sur votre capacité aussi à changer le système de l'intérieur? Lui, il a choisi de le changer de l'extérieur, en tout cas plus ou moins, mais vous êtes à l'intérieur. D'abord, ce que je dirais, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour Benoît Algan, qui fait partie des plus jeunes que j'ai eu la chance et l'occasion de rencontrer, et qui sont parmi ceux qui me font bouger aussi. Je crois que c'est beau d'avoir des convictions et des visions qui peuvent être différentes, même parfois qui peuvent être par certains côtés opposés, mais d'être en dialogue. Et je pense qu'une des choses que j'affirme dans ce livre, c'est que, parce que le sous-titre, c'est « Lettre aux jeunes qui veulent changer le monde », c'est qu'au-delà des actions qu'on peut mettre en œuvre, une des convictions profondes, c'est que ce qui change le monde, c'est le dialogue, notamment le dialogue intergénérationnel. C'est le fait d'être capable de se dire, OK, voilà, on n'a pas forcément les mêmes points de vue au départ, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et donc oui, lui, il agit plutôt en dehors, moi j'agis plutôt dans le système de l'entreprise. Je pense qu'il faut les deux, se laisser interpeller les uns par les autres, aussi se laisser conduire. Moi je dis souvent, voilà, ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même. Il n'y a pas l'acte qui serait bon et l'acte qui est mauvais. Même déserter ou s'engager, si vous voulez, c'est pas... Il y a des personnes dans le système, pour moi, qui désertent, Oui. parce qu'en fait, ils suivent le tapis roulant, ils ont pris des étudiants à la sortie de l'école, ils prennent le premier job pour leur salaire, mais il n'y a pas de conviction. Pour moi, c'est une désertion. À l'envers, un jeune qui choisit, par exemple, d'aller construire un autre type de société, qui va se former en permaculture, en menuiserie, etc., parce qu'il a des convictions. Peut-être qu'aux yeux de la société, il déserte, mais pour moi, il s'engage. Donc, en fait, il faut qu'on sorte aussi de nos a priori les uns par les autres et que l'on puisse se rejoindre, en fait, avec un seul désir commun qui est, voilà, comment améliorer cette société, comment changer le monde pour le bien. Et il y a une forme de conversion dans ce livre que vous racontez. Oui. Oui, en fait, c'est de me dire, finalement, moi, ce qui m'anime, c'est effectivement... La transformation du monde, c'est de contribuer à construire un monde plus humain, plus écologique et plus juste. Et le bout par lequel je vais le faire, c'est par l'entreprise que je considère comme un levier extraordinaire de transformation, si les conditions sont données pour ça. Alors, parmi les conditions, il y a un élément très important. Voilà ce que vous écrivez, Hubert. C'est en étant convaincu que le véritable changement du monde émergera non pas de nouvelles technologies ou de l'argent investi, mais de l'amour que je pourrais agir avec sérénité. C'est intéressant d'introduire cette idée, cette réalité même de l'amour en entreprise. Oui, j'ai été très marqué par un dirigeant d'entreprise qui est décédé maintenant, qui était directeur général d'Alcatel-Alstom, qui s'appelait François Delage-Demeux. Et il me disait, en fait, il faut unir la performance et l'amour. Ça paraît dingue. J'avais une vingtaine d'années, je me suis dit, mais attends, c'est lui qui dit ça. Et parce que le mot amour, en fait,
c'est un mot qui fait peur dans l'entreprise. On a l'impression que c'est affectif, c'est romantique, c'est bisounours. En fait, pour transmettre de l'amour et agir avec amour, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, et je pense que ce désir, on n'y arrive souvent pas, mais ce désir d'unir en soi la performance et l'amour, l'éthique et la performance, je pense que c'est un but, en tout cas c'est quelque chose qui va dans le sens d'une plus grande cohérence, plus grande unité dans sa vie. C'est à ça qu'on le ressent, que vous le ressentez en tout cas. C'est une unité. Ah bah oui, et puis je pense que c'est une force d'une autre nature. C'est pas une force par la pression, par le pouvoir, c'est la force de l'autorité naturelle. Et je pense que nos collaborateurs, et particulièrement les jeunes, quand on demande qu'est-ce qui donne du sens dans le travail, ils vont vous répondre principalement, c'est la qualité de la relation que je vais avoir avec mon supérieur. Le pas de côté, vous l'avez fait, vous aussi, jeune Hubert, un peu comme Benoît, alors un autre. Oui. Vous êtes parti au Chili ouvrir une banque spécialisée dans le microcrédit pour aider les gens à Santiago de sortir de la pauvreté. Est-ce que ça, vous l'avez appris aussi, ce que vous êtes en train de me dire là, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez appris par ce pas de côté-là que vous avez fait en sortant d'HEC quand même, hein? Donc le pas de côté, vous l'avez vraiment fait. Oui, parce que j'avais vécu une expérience marquante à New York qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer Mère Teresa et à servir la soupe populaire, à visiter des malades du sida à l'époque. Ça m'a profondément chamboulé, et j'ai eu le désir de commencer ma vie professionnelle en unissant, en cherchant à unir ma foi, mon goût pour l'entreprise et la rencontre des plus pauvres. Et c'est comme ça que je suis parti au Chili avec un ami. Et on a démarré notamment une banque de microcrédit dans les quartiers, les poblaciones, donc les quartiers pauvres de Santiago du Chili. J'ai été au Chili très marqué par la rencontre d'un centre de réhabilitation de jeunes qui cherchaient à sortir de la drogue, ça s'appelait la communauté Santa Ana. Et là, j'ai découvert en fait comment ces jeunes qui avaient tout perdu, qui n'étaient rien pour la société, étaient capables de me manifester en fait à moi, dont ils ne savaient pas d'où je venais, une certaine forme d'amour inconditionnel, une acceptation totale de qui j'étais. Et là, j'ai compris qu'en fait, je crois que ce qui rend le plus heureux dans la vie, c'est de se sentir, je dirais, accueilli totalement. Et je pense que, voilà, dans l'entreprise, on est invité d'une certaine façon. Alors voilà, quand je dis ça, je sais que certains peuvent dire oui, mais attends, c'est contradictoire avec certaines décisions, etc. Mais je pense qu'on est quand même invité à essayer de transmettre un accueil de l'autre, le respect de l'altérité, le fait que chacun puisse se sentir bien à sa place. Pour ça que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de joie, et c'est important pour moi, de chaque mois programmer des rencontres en tête-à-tête avec chacun de mes collaborateurs, et principalement pour prendre soin de notre relation, prendre soin d'eux, avec cette question, voilà, comment vas-tu, qu'est-ce que tu as envie de... Il y a cette question de l'amour qui est là, en tout cas, dans votre quotidien. Voilà, et c'est pas de l'amour romantique, c'est un amour... non, mais réel, c'est une réalité. Réel, en fait. solide, convaincu. Hubert, je vous propose maintenant de rencontrer Pauline. Pauline dirige un cowork jésuite, ça va vous intéresser, qui soutient des entrepreneurs qui mettent, comme vous, le sens au cœur de leur activité. Très bien. Regardez. Je m'appelle Pauline Velin, j'ai 52 ans. Après 25 ans de carrière dans des grands groupes, j'ai pris la direction du cowork Maguis, qui est une pépinière engagée. Il y a un an, j'ai réalisé que ma place n'était plus dans des groupes prestigieux du CAC 40, mais plutôt au sein d'une association pour porter des projets qui, pour moi, avaient un sens. Tout est prêt? Ouais. Parfait. Tout est prêt. Génial. Le cowork a été monté par les jésuites au sein de la maison Maguis. On accueille à la fois des auto-entrepreneurs et des start-upers qui ont vocation à avoir un impact soit social, soit environnemental. Louis, il manque encore beaucoup de monde là ou... Il manque quelques mentors et les derniers pitchers. Pour eux, c'est un vrai espace pour échanger, pour se stimuler les uns les autres, pour aller acquérir de la compétence pro. Mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent avoir accès à un accompagnement ignatien pour s'aligner entre leur projet professionnel et leur quête, leur chemin spirituel. On propose un coaching individuel ou de groupe. Notre ambition, devenir le fromager de nouvelle génération. Celui qui est en contact direct avec les producteurs. Comme par exemple le pitch que nous organisons aujourd'hui, où les entrepreneurs vont présenter leur projet à un jury qui va les aider à s'améliorer à la fois sur le fond et aussi sur la forme.
Que dire comme amélioration? Parce que toujours, il faut le petit pas de plus, vu qu'on est chez les jésuites. Peut-être une dernière ligne de conclusion, un slogan à la fin. Ce que ça m'apporte au quotidien, c'est l'immense joie de voir des jeunes oser s'investir dans des projets porteurs d'espérance. Si j'ai un message à passer, c'est oser. Osez vous reconnecter à votre désir profond, osez vous engager pour des projets qui ont un impact. Ce qui me touche particulièrement ici, c'est l'entraide qui lie les entrepreneurs et qui leur permet vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs projets. Voilà pour ce beau témoignage. Oser se reconnecter à son désir profond. Ça, c'est une clé, non? Pour vous aussi? Oui, je pense que je crois que c'est l'essentiel. C'est de. En fait, quand on est en cohérence et qu'on est aligné entre ce qu'on est, ses talents et ses valeurs, en fait, on est fécond. Plus qu'efficace. C'est-à-dire que fécond, ça veut dire que ça fait du bien autour de soi. Et je crois que c'est notre vocation, en fait. De chrétiens? De chrétiens, d'hommes, de femmes, de chrétiens. Et Dieu, je crois, n'attend pas d'autre chose qu'on puisse donner la plénitude de ce qu'on est. Voilà, et en fait, je crois qu'on a tous une seule vocation, quel que soit d'ailleurs notre état, c'est d'une certaine façon de transmettre et de construire, alors on va dire l'amour de Dieu, dans la société, sous différentes formes. Voilà, une des choses notamment que j'aime faire, en plus d'Armor Group, de diriger Armor Group, c'est ce qu'on a créé avec Louis Faure, qui s'appelle Leotecum. C'est une entreprise où on accompagne des dirigeants, des leaders et des acteurs de projet, justement à identifier leur ligne de crête pour développer un leadership harmonieux, un leadership unifié, un leadership du courage, qui leur permet de donner le meilleur et de rayonner et de faire du bien dans la société. C'est exactement ce qui est présenté là. Et ça nous correspond. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on présente souvent l'entreprise comme un endroit où on travestit tout, où il ne faut pas être soi, où il faut être dur, où ça peut être bullshit. Au contraire, vous nous dites vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être... vous prenez la sincérité en entreprise, ce qu'on est réellement. Oui, je pense qu'il y a plus de force à l'authenticité qu'à être fake, c'est-à-dire à cultiver une image de ce qu'on n'est pas. Le problème, c'est qu'en fait, un certain nombre d'entreprises et même de formations business ou formations, parfois, nous tentent à laisser penser que le succès, c'est d'apparaître mieux que ce qu'on est, c'est de développer une certaine forme de force, mais qui n'est pas une force intérieure, qui est une force extérieure. Et c'est ce qui aussi crée des tas de distorsions. Moi, j'arrête pas de voir des dirigeants qui sont tiraillés, écartelés entre leurs convictions, leurs aspirations profondes et leurs actions qu'ils n'arrivent pas à rejoindre. Et ça crée, ça crée des dépressions, des burn-out, des dislocations de vie. Alors qu'en fait, on est appelés, je pense qu'on est tous faits pour une unité dans sa vie. C'est comme ça qu'elle agit, votre foi, au quotidien, dans votre vie professionnelle notamment? Oui, je pense que avec mon épouse, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là, on a été très formés et on est membre d'une communauté qui s'appelle Fondatio, dont justement la spiritualité, c'est vraiment de l'unité de vie. C'est comment agir dans le monde en étant pleinement soi-même. Et donc ça nous tient. C'est aussi ce que vivent les jésuites, aussi dans le voir Dieu en toutes choses. C'est apprendre à ne pas séparer, en fait, la vie humaine, la vie concrète, la vie d'entreprise, par exemple, et la foi, la vie en Dieu. Je pense qu'en fait, et c'est ce que Jésus, pour moi, Jésus, c'est Dieu incarné, c'est Dieu fait homme. Et en fait, il montre le chemin d'une unité parfaite. Voilà, c'est à ça qu'on est appelé, c'est à rentrer dans une incarnation où il n'y a pas l'homme d'un côté, Dieu de l'autre. Je me rappelle un vieux jésuite au Chili qui me disait, vous savez, Hubert, Dieu et l'homme, c'est tout un. C'est pas mal, belle formule. Merci Hubert pour ce beau témoignage. Vous restez avec nous, l'émission se poursuit avec la culture maintenant. Avec joie. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour Constance. à tous. Grande joie de vous recevoir en fin d'échange, comme d'habitude. Vous vouliez ce matin nous parler d'un auteur et penseur chrétien, Jacques Ellul, dont on célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire de la mort. Oui, alors effectivement, il est mort il y a 30 ans, mais son œuvre, elle est toujours bien vivante, à tel point que beaucoup de ses livres ont été récemment réédités. Alors, petit rappel, Jacques Ellul, penseur et théologien protestant, il est né
En 1912, il se convertit au protestantisme à 18 ans et il va consacrer ensuite toute sa vie à enseigner et à plancher sur des sujets fondamentaux. Alors, quelques exemples. Dans L'Homme et l'argent, Jacques Ellul promeut le don gratuit et tente de désacraliser l'argent. Autre belle réflexion qu'il nous offre sur notre rapport au travail dans Pour qui ? Pourquoi travaillons-nous? Là, il se questionne sur est-ce qu'on travaille pour consommer plus? Pourquoi, en fait, cette course au productivisme? Et puis, il a également beaucoup réfléchi aux dangers de la technique. Et alors ça, dès les années 50, il mettait déjà l'homme en garde sur les possibles dérives. La technique, s'alarmait-il, pourrait nous priver de notre liberté et puis remplacer les idéologies. Alors, si vous voulez avoir une vision globale de sa pensée, je vous invite à lire À contre-courant. C'est un livre ce sont des entretiens qui ont été menés avec Patrick Chastenay, qui était l'un de ses anciens étudiants, et qui offre une très belle introduction à la vie et à la pensée de Jacques Ellul. Et l'ensemble de ses ouvrages est donc à retrouver aux éditions de la Table Ronde. Hubert, peut-être une réaction, notamment sur la technique. Vous, dans votre entreprise, vous utilisez la technique, mais vous en voyez aussi le danger aujourd'hui? Oui, de toute façon, toute technique, toute technologie a un danger, même un marteau, si on ne l'utilise pas pour un clou, mais qu'on l'utilise pour taper sur la tête du voisin, c'est pas bon. Donc je pense qu'il y a des dangers, mais je crois que la vraie question, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi agissons-nous? Pourquoi travaillons-nous? Pour moi, ça, c'est la source de l'éthique. C'est-à-dire, c'est être capable de se dire, OK, si je développe une technique, par exemple, au sein d'Armor Group, on a dû développer l'automatisation et la robotisation. Pourquoi? Parce que c'est effectivement la seule manière d'être compétitif par rapport notamment aux producteurs, à nos concurrents chinois. Mais on en a fait quelque chose, à mes yeux, pour le bien, puisqu'on a créé une université dans l'usine. Et les opérateurs manuels, en fait, ont été formés avec l'obtention de diplômes type bac, etc., pour devenir pilote de machines robotisées. Et donc, c'est un outil de promotion sociale. Et donc, technique et développement social ont pu être associés. Tout ça est possible. Ouais. Constance, maintenant, on pense à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans quelques mois, avec une belle exposition sur les objets de la cathédrale. Oui, l'expo s'appelle « Grand décor restauré de Notre-Dame ». Ça se passe au Mobilier National à Paris. Et alors, ce sont que des chefs-d'œuvre qui étaient dans la cathédrale Notre-Dame, qui ont été restaurés et qui sont maintenant présentés au public. Alors, parmi ces chefs-d'œuvre, il y a évidemment les mets, les fameux mets. Ce sont ces grands tableaux du XVIIe siècle qui étaient chaque année offerts au mois de mai par les corporations des Orfèvres de Paris à la cathédrale Notre-Dame. Alors là, vous voyez par exemple la Nativité de la Vierge. C'est un tableau de Louis et Mathieu Le Nain. Il y a également beaucoup de photos dans cette expo qui nous racontent justement la restauration de ces chefs-d'œuvre, qui mettent en valeur les gestes et les savoir-faire de ces restaurateurs. Et puis, je vous disais, beaucoup d'objets remarquables. On va retenir par exemple l'immense tapis de savonnerie, le tapis de cœur de Notre-Dame. C'est une pièce gigantesque qui fait 200 mètres carrés et c'est un tapis qui avait été offert par Charles X à Notre-Dame, qui est sorti que pour des grandes occasions, et c'est le plus grand tapis tissé de France. Alors, aux côtés de toutes ces œuvres, eh bien, l'exposition nous présente aussi le futur mobilier liturgique qui sera dans la cathédrale. Alors, on va découvrir les créations en bronze de l'artiste Guillaume Bardet. Ici, vous voyez par exemple le futur tabernacle donc de Notre-Dame de Paris. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir mis en perspective l'ancien et le nouveau, la restauration et la création. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Grand décor restauré de Notre-Dame. C'est jusqu'au 21 juillet au Mobilier National et c'est en partenariat avec la DRAC Île-de-France. De vraies belles découvertes. On part dans le Finistère, Constance, à 2 pas du lieu où nous célébrerons la messe tout à l'heure. C'est une pépite. Oui, vous allez voir, nous partons dans les Monts d'Arrée, sur la commune de Saint-Rivoal. La merveilleuse chapelle Saint-Michel de Brasparts est nichée dans les hauteurs sur l'un des points culminants des Monts d'Arrée. Construite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, elle est dédiée à l'archange Saint-Michel. En 2022, lors des terribles incendies qui ont frappé les Monts d'Arrée, la chapelle est encerclée par les flammes. Sauvée in extremis, elle en sortira indemne, mais une restauration est toutefois lancée. Murs, charpentes, cloches, tout est rénové et terminé en 2023. L'intérieur est très sobre, vous le voyez, simple. Regardez cette magnifique charpente et puis ce mobilier liturgique qui a été confié au designer breton Ronan Bourrelec qui a tout repensé. L'autel, la croix centrale,
murales, les porte-cierges. Il a également ajouté ce grand miroir rond qui capte la lumière naturelle et devient alors une source lumineuse pour ce très bel édifice. Merci Constance, merci Hubert, c'était un plaisir. Merci de vous David. voir ce matin. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons donc dans le Finistère, à l'Opérec, dans un lycée agricole. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.